Voilà, c'est bon. Ben, il est 20 h. Shavuot Tov à tous. Et vraiment, je vous remercie qu'à 8 h pile, à 20 h pile, nous soyons, j'attends, voilà, 55 participants. Donc, on peut vraiment vous dire merci d'être ponctuels pour cette soirée que nous allons passer avec Claude Chaim Rothenberg, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir au Centre Hillel euh, avant le Covid, l'année dernière, et où nous avions passé un Shabbat plein riche en enseignements sur Manitou. Donc, nous avons estimé qu'il était intéressant de recommencer, de mieux faire connaître dans notre communauté l'enseignement et l'œuvre de Manitou. Et ce soir, c'est avec Chaim Rothenberg de Jérusalem, de chez lui, que nous allons un peu mieux connaître le Rav Yehuda Ashkenazi, dit Manitou, et en particulier à partir d'une leçon de la dimension nationale de la fête de Hanouka que nous avons terminée il y a très peu de temps. Avant de vous parler de Claude Chaim Rothenberg, juste une question de méthode. Si vous avez des questions à poser, il suffira par la messagerie interne de nous signaler, j'ai une question à poser, et si vous pouviez nous mettre le thème de votre question, ça nous permettra en fin de conférence de serrer les questions et de les poser. Nous les poserons à Chaim Rothenberg. Voilà. Qui est notre invité de ce soir? Pour moi, c'est un plaisir doublé, puisque avec Claude, il ne m'en voudra pas si de temps en temps je dis Claude et des fois je dis Chaim, mais ça fait pratiquement 50 ans que je l'appelle Claude, et ça fait à peine 1 an que je l'appelle Chaim, donc il m'accorde encore le bénéfice de l'habitude. Oui, puisqu'on se connaît puisque nous avons travaillé dans le domaine de l'éducation informelle, les centres de vacances, où déjà Claude Chaim avait cette démarche éducative, cette envie de partager le judaïsme avec des jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, tout le travail, tout ce qui avait été semé à cette époque, eh ben, porte ses fruits. Claude Chaim Rothenberg est de formation docteur ingénieur en informatique théorique. Il a occupé des postes de CTO dans des sociétés internationales avant de créer lui-même une société de conseil en Israël, où il conseille en particulier de grands groupes financiers et stratégiques. Il est en Israël depuis plus de 40 ans, donc il a passé plus de temps en tant qu'Israélien qu'en tant que Français. Et il est depuis plus de 10 ans, il s'est donné un objectif, il s'adonne totalement à une tâche qui est la rédaction des enseignements du Rav Yehuda Léon Ashkenazi, comme je l'ai dit, Manitou, dont il a été l'élève pendant plus de 20 ans. Il a rédigé, si je ne m'abuse, 8 livres en hébreu dans le cadre de la formation, de la fondation Manitou. Il enseigne, et principalement au public israélien, les enseignements et l'œuvre de Manitou, en particulier pour ceux qui ne l'auraient pas connu directement. Voilà, Claude, j'en ai fini avec cette introduction. La parole est à toi. Et je répète, tous ceux qui auraient des questions à poser, il suffirait sur la messagerie de nous signaler que vous voulez poser une question et le thème, et on donnera les questions à Claude Chaim Rothenberg tout à l'heure à la fin de sa conférence. À toi. Eh bien, merci. Et Shavuot Tov de Jérusalem. Je vois qu'il y a de très nombreux Israéliens qui sont aussi connectés. Anciens ou pas du CCVL, avoir quelques noms et des visages. Bonjour à tous. Je corrige une chose, enfin 2 choses dans ce que tu as dit. On en est déjà 10 livres. Le temps passe et le prochain va sortir d'ici un petit mois. Il y aura dedans les enseignements de Manitou sur 2 personnages extrêmement importants dans toute sa pensée, Yosef et Yehuda.
et toutes les questions qui tournent autour de l'identité bien évidemment d'Israël. Et je ne sais pas, vas me le dire tout de suite, s'il y a besoin de faire une introduction générale pour rappeler aux participants qui était Manitou. Avoir les noms qui s'inscrivent ici, je pense que pas vraiment, mais je te laisse la décision. Si, je pense qu'il faut rappeler même brièvement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais il y en a encore pas mal sur les 81 participants qui Ouh ne là là, connaissent Et pas Manitou. tu Alors tu as vas-y. raison, 80, j'avais pas vu. Je vais rappeler brièvement les choses. Manitou, de son vrai nom, Yehuda Léon Ashkenazi, était le fils du grand rabbin David Ashkenazi, qui était le grand rabbin de Oran et de l'Oranie. Manitou est né en 1922 et la première partie de son existence, bien évidemment, se déroule dans sa ville natale à Oran. Comme je l'ai dit, son père était le grand rabbin de la région, et ensuite son père est devenu en 1960 le dernier grand rabbin des Juifs d'Algérie. Du côté de sa mère, il descend d'une famille, son grand-père était le Rav Toboul, qui était donc lui-même Dayan à Oran, mais surtout un Mekoubal. Et du côté de sa mère, comme je l'ai dit, la famille Toboul remonte à un des deux principaux élèves du Hari. Celui qui est très connu, c'est le Rav Chaim Vital, bien évidemment, mais son le deuxième plus important élève du Hari était le Rav Yosef Teboul, Ibn Teboul, qui était originaire du Maroc, d'une région dans le Maroc qui s'appelle Daraa, la vallée du Daraa, du sud du Maroc. Et donc, vous pouvez comprendre tout de suite qu'il y a une tradition kabbaliste directe qui est passée dans la famille Toboul de génération en génération. On était rabbin et qui est arrivée jusqu'à Manitou lui-même. C'est le premier fait qu'il faut signaler. Manitou, comme tous les enfants de l'Algérie française de l'époque, allait bien entendu à l'école de la République, mais en parallèle, il suivait des études au Talmud Torah et ensuite à la Yeshiva Etzraïm à Oran, qui a été fondée par son père, sur la demande de son beau-père, donc du Rav Yosef Teboul. Et comme Manitou l'a dit lui-même, si la guerre n'était pas arrivée, eh bien, il aurait continué cette tradition d'être rabbin de communauté, puisque c'est à cela qu'il avait été préparé depuis son plus jeune âge. Il a étudié dès l'âge de 5-6 ans avec son grand-père. Manitou a finalement très peu parlé de cette période-là, mais il a raconté qu'ils avaient l'habitude avec son grand-père d'étudier toutes les semaines la paracha de la semaine avec le Zohar et le commentaire du Shla. Donc, depuis son plus jeune âge, Manitou a été introduit à cette partie de l'étude de la Torah. La guerre arrive en 1939 et évidemment, comme beaucoup le savent, change beaucoup de destins et aussi celui du jeune Léon Ashkenazi, qui subit évidemment de plein fouet, comme tous les autres juifs algériens, la perte de la nationalité française, l'annulation du décret Crémieux, et puis l'expulsion de la faculté d'Alger où il avait commencé à étudier la philosophie générale. Et en 1940, Manitou adhère au mouvement des éclaireurs israélites de France. Il a à cette époque-là donc 18 ans. Il fait partie d'une troupe qui s'appelle les Routiers et il devient très rapidement un des leaders de cette troupe-là. C'est là qu'il va recevoir son totem, son nom, qui va conserver toute sa vie, celui de Manitou, qui dans la langue des Sioux veut dire le grand esprit. Pour vous dire à quel point déjà il avait une influence dominante sur ses camarades, évidemment sur les jeunes zéïs de l'époque.
Je dois signaler qu'en 1941-42, Manitou est envoyé par son père au Maroc, à Marrakech, pour étudier avec les plus grands Mikoubalim de l'époque du Maroc, notamment avec le Rav Yaakov Nahmani, euh, qui lui délivre un certain nombre d'enseignements dans la même direction que ceux qu'il avait reçus de son grand-père directement, c'est-à-dire l'enseignement des Mikoubalim du sud du Maroc, qui avaient une tradition bien à eux, et c'est cette tradition que Manitou va transmettre durant toute sa vie. La guerre pour Manitou, ça veut dire 1943, l'incorporation de l'armée française par le camp de Bedeau. Il est officier, très rare, pratiquement le seul juif officier dans la coloniale. Il est nommé aumônier d'une division et il va faire avec cette division le débarquement de Provence en 1944, en août 1944. Remonter depuis le sud de la France jusqu'à l'Alsace, les combats très durs de l'hiver 44-45 dans la région des Vosges et de l'Alsace. Manitou sera blessé très sérieusement à son épaule. Il en gardera d'ailleurs des traces toute sa vie. Et au cours de ces longues journées passées sur le front, il reçoit une lettre du dirigeant des EI de l'époque, Castor Robert Gamzon, évoquant un projet qui paraît absolument fou à l'époque, c'est celui de créer après la guerre, après la guerre une école de cadres destinée à rebâtir finalement la communauté française et demande à Manitou de participer à cette reconstruction. Manitou répond sur le front positivement, sans consulter personne. Et comme je l'ai dit, il est blessé, il rentre en Algérie. Avant de quitter la France, il a entendu parler d'une figure qu'il n'a pas encore rencontrée, qui s'appelle Jacob Gordin, et qu'il veut absolument rencontrer parce que les gens des EI qu'il croise sur sa route depuis l'Alsace jusqu'à Montpellier lui parlent de Jacob Gordin comme étant quelqu'un qui révolutionne l'enseignement juif. Manitou ne sait pas de qui il veut parler, mais il veut absolument le rencontrer. La rencontre ne peut pas se faire à ce moment-là. Manitou rentre à Oran pour sa convalescence. Il découvre en rentrant chez lui que son père a reçu pour lui une lettre de la communauté d'Alexandrie, en Égypte, lui proposant de devenir le grand rabbin d'Alexandrie. Manitou a en tout et pour tout 23 ans. Mais le poste de grand rabbin d'Alexandrie lui est offert par la communauté. Manitou, qui a raconté cette anecdote, a dit qu'il n'a jamais compris comment les gens d'Alexandrie avaient découvert son existence et avait osé faire une telle proposition à un gamin finalement. Et Manitou choisit de ne pas répondre positivement à cette proposition-là. Il en repoussera un certain nombre au cours de sa vie de poste de grand rabbin pour se consacrer à l'enseignement et donc lier son sort à la communauté française qui va être construite. Et donc en 1946, il retourne en France pour participer à la première promotion de cette école qui, entre-temps, a été créée effectivement, l'école qui est devenue après célèbre sous le nom de l'école d'Orsay. Manitou, en 1946, il rencontre sa femme, Bambi, et a déjà un rôle particulier puisqu'il est officiellement instructeur et suite au décès de Jacob Gordin, avec qui il a étudié pendant quelques mois de manière très approfondie, et il prend la place de Jacob Gordin comme étant le responsable de l'enseignement juif à l'école d'Orsay, avant d'en venir le directeur en 1950, direction qu'il gardera jusqu'en 1958. En parallèle, il est président de l'UEJF, de l'Union des étudiants juifs de France, de 50 à 55, commissaire général des EI, si je me souviens bien, entre 53 et 55. Bref, très occupé sur tous les fronts. Préoccupé non seulement de reconstruire le cadre formel de la communauté, mais surtout de s'occuper des questions identitaires que les jeunes juifs ont après la guerre. On peut comprendre évidemment l'importance de ces questions-là, et c'est ce qui va l'amener à commencer à formuler dans un langage révolutionnaire pour l'époque
à son enseignement, qui est aujourd'hui connu en Israël sous le nom de Torah Toladot, l'enseignement des engendrements, qui est son commentaire de la Torah, en particulier des deux premiers livres, Bereshit et Shemot. J'ai dit un enseignement révolutionnaire pour une raison simple, c'est que Manitou quitte le langage religieux, quitte le langage philosophique pour adopter un langage qui est un langage anthropologique, qui est tout entier cerné sur la question de l'identité. Pour que cela puisse marcher, il va, en parallèle à ses études de philosophie qu'il a repris entre-temps à la Sorbonne, il va aller étudier chez Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue français, au Musée de l'Homme, pour apprendre ce langage et pouvoir s'en servir par la suite dans son enseignement en particulier. Bien, j'avance un peu parce que l'heure commence aussi à avancer. 58, il quitte la direction d'Orsay pour fonder en 59 le QEJ. C'est aussi une institution révolutionnaire, le Centre universitaire des études juives, quelque chose qui n'existait nulle part dans le monde à cette époque et qui a existé pendant bien des années, bien après l'Alia de Manitou en 67, après la guerre des 6 jours. Le QEJ avait cette particularité de servir de lieu de rencontre à des enseignants de tous bords et qui voulaient justement donner des réponses actuelles à la jeunesse juive, en particulier à la jeunesse des étudiants de la région parisienne. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails de cette aventure, mais le QEJ est resté quelque chose d'absolument unique au monde. En 67, Manitou fait sa alia. Il fait sa alia parce que ça fait déjà un bon moment en réalité qu'il avait envie de la faire. Et tout ça a commencé au début des années 50, je reviens un peu en arrière. Pendant 2 ou 3 ans, Manitou s'est posé la question de savoir dans quelle période historique nous nous trouvions. L'État d'Israël venait d'être créé, on était après la Shoah. Est-ce que nous étions encore dans l'époque de la Galoute, c'est-à-dire l'époque de ce qu'il appelle, lui, l'époque de Yosef, ou est-ce que nous étions déjà dans l'époque du retour, c'est-à-dire l'époque de Yehuda? Et en 1953, Manitou a tranché pour lui-même cette question et il a décidé qu'on était effectivement dans l'époque de Yehuda. Suite à cette décision qu'il a prise, il a pris contact avec une des grandes personnalités rabbiniques israéliennes, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, fils du premier grand rabbin Ashkenaz du Yishuv en Israël, et il a considéré pendant tout le reste de la vie du Rav Tzvi Yehuda, le Rav Tzvi Yehuda comme étant son maître, bien qu'on peut voir des différences d'approche et des différences d'opinion sur certains points, l'un ne contredisant pas l'autre. Et donc, il a rencontré le Rav Tzvi Yehuda, et le Rav Tzvi Yehuda lui a transmis un certain nombre d'enseignements qui se sont ajoutés aux enseignements qu'il avait lui-même reçus de Jacob Gordin, qui s'étaient rajoutés aux enseignements qu'il avait reçus, comme je l'ai dit tout à l'heure, des Mikoubalim du Maroc ou de son grand-père directement. Donc en 68, Manitou fait sa alia et s'installe à Jérusalem, et il restera à Jérusalem jusqu'à son décès en 1996. En réalité, Manitou a vécu là où Manitou a vécu le plus longtemps, c'est à Jérusalem et non pas en France. En Israël, il a fondé 2 institutions, une Mayanot en 1974 après la guerre de Kippour. Entre 70 et 73, Manitou dirige à Jérusalem, en vieille ville, la Metifta Sfaradite. C'était quelque chose aussi qu'il tenait beaucoup à rappeler. En 1974, il reprend son bâton de pèlerin et s'occupe à nouveau de la communauté francophone en créant l'Institut Mayanot et quelques années plus tard, le réseau des instituts Yair, du centre Yair, pour diffuser son enseignement de manière plus large. La chose que je voudrais indiquer maintenant, c'est effectivement tout ça est surtout très, très centré a priori sur le public francophone. Or, le phénomène auquel on peut assister depuis un certain nombre d'années, 10-12 ans, c'est un phénomène de découverte par le public israélien qui n'a strictement aucun rapport avec le public francophone de la pensée de Manitou. Et là, on assiste à quelque chose d'absolument étonnant. Pourquoi? Parce que ces jeunes Israéliens
qui viennent d'un contexte culturel complètement différent des jeunes juifs français, que ce soit ceux de l'après-la-guerre ou ceux qui arrivaient à Mayanot dans les années 70-80, découvrent une pensée qui tout d'un coup, et c'est comme ça qu'ils le décrivent, c'est pas moi qui invente, leur donne réponse à des questions identitaires qu'ils posaient, mais auxquelles personne ne répondait. Je pourrais citer énormément de cas de jeunes qui racontent à peu près la même histoire. Et donc, ils découvrent une pensée qui, pour eux, est absolument inconnue, qui n'a rien à voir avec ce qu'on leur a appris, que ce soit à l'école, à la yeshiva, etc. Et là, on a un véritable phénomène, comme je dis, depuis à peu près une dizaine d'années, évidemment par les livres, mais aussi par les enseignements en hébreu qui ont été mis à la disposition du public sur le site de la Fondation Manitou. Et donc on a cet engouement. J'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec l'éditeur des livres, je lui ai dit, alors, on en est où de la vente des livres? Et il m'a dit, on a dépassé les 10 000. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte que 10 000 livres vendus en Israël, ça correspondrait en France à quelque chose comme 150 000 livres. Ça veut dire qu'on est vraiment ici face à un véritable engouement et à une étude très sérieuse de sa pensée. D'ailleurs, pas simplement par des élèves ou d'anciens élèves de Manitou, mais aussi par des rabbins israéliens et des penseurs israéliens aujourd'hui. À l'université, par exemple, à Bar Ilan, il y a un certain nombre de doctorats qui sont faits sur la pensée de Manitou. On enseigne Manitou en hébreu dans des yeshivot, des mechinot, etc. Bien. J'arrête là parce que sinon on va passer la soirée là-dessus. J'ai pensé qu'il serait bien, bien sûr s'il y a des questions à la fin, avec grand plaisir. J'ai pensé qu'il serait bien de commencer par quelque chose qui n'est pas très connu à propos de Hanouka, mais qui est enseigné et qui a été rappelé par Manitou d'ailleurs à plusieurs occasions, qui est enseigné principalement de manière par allusion chez le Hari lui-même et ensuite chez les grands maîtres de la Chassidoute, qui fait un lien directement entre Hanouka et la notion que tout le monde connaît du processus qui commence à Rosh Hashanah, qui se termine apparemment à Hoshana Rabbah. Vous savez tous qu'à Rosh Hashanah, il y a un jugement qui est fait. Il est scellé à Yom Kippour, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et puis à Hoshana Rabbah, donc le 7e jour de Sukkot, la veille de Simchat Torah, Shmini Atzeret en Galout et Simchat Torah en Israël, on a l'habitude de dire que le verdict, les feuilles du verdict sont distribuées aux anges pour être délivrés. Or, les Mekoubalim viennent et disent la chose suivante. C'est vrai qu'ils sont distribués aux anges, mais on a la possibilité de faire tchouva jusqu'à Hanouka. C'est-à-dire, Hanouka, c'est la dernière étape de ce processus-là. Et la question qui se pose, c'est évidemment de savoir quel est le fondement de cette affirmation que Hanouka fait partie aussi de ce processus-là. Et Manitou a expliqué la même chose de la manière suivante. Hanouka, si on y fait bien attention, c'est finalement la première fête instituée en Eretz Israël. Toutes les autres fêtes, si elles sont dans la Torah, ont été données au désert à Moshe Rabbeinu. Purim, c'est l'histoire de Mordechai et de Esther, ça se passe à Shushan. La seule fête qui a été instituée, enfin la première fête qui a été instituée en Eretz Israël, c'est Hanouka. Pour célébrer quoi? La victoire des Hashmonaïm, des Maccabées, sur l'occupant grec. Il faudrait plutôt dire l'occupant hellénisant. Et donc, ce qui va se dévoiler à travers Hanouka directement, c'est cette dimension nationale. Et donc, explique Manitou, quel est le rapport entre Rosh Hashanah Kippour et Hoshana Rabbah et Hanouka? C'est que les Juifs, du point de vue de l'identité, se relient à leur identité, à leur peuple, de plusieurs manières. Il y a ceux qui sont en plein dans ce lien, et puis il y a ceux pour qui le lien est un peu plus marginal, ce qu'on a l'habitude d'appeler les Juifs de Kippour, ceux qu'on voit à Kol Nidre, à la Neila,
Puis, il y a ceux-là qui sont ni cela ni ça. Mais à Hanouka, ils vont allumer les bougies. Ou et alors ils vont participer à une fête où on allume les bougies. C'est ce lien-là en question, ce lien national-là qui apparaît à Hanouka et qui relie finalement ces juifs-là à leur propre judéité. Et c'est pourquoi les Mekoubalim parlent de possibilité de tchouva par le lien national, par ce lien-là national qui est si particulier, pas par la pratique religieuse, comme on a l'habitude de dire faussement, mais par le fait que d'abord je comprends que je fais partie d'une nation, que cette nation-là est une nation réelle, elle n'est pas virtuelle, elle n'est pas, comme Manitou disait, les Juifs, nous les Juifs, nous ne sommes pas des Juifs de romans, nous ne sommes pas des Juifs de littérature, nous sommes des Juifs qui existent, en chair et en os. Et en tant que Juifs, nous appartenons à une nation. Et cette nation-là existe. Et elle existe d'autant plus depuis 1948 qu'elle a retrouvé son indépendance politique. Et il y a toute une catégorie de Juifs qui, aujourd'hui encore, en Israël c'est très frappant, mais je pense qu'en dehors d'Israël, ça existe aussi, de Juifs qui se relient par ce lien national, cette espèce de cordon ombilical qui, au-delà de toute pratique, de tout folklore, est rappelé une fois par an à l'occasion de cette fête de Hanouka. Et c'est ça que voulait indiquer, dit Manitou, les Mekoubalim, quand ils parlent du lien profond qui existe entre Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hoshana Rabbah et Hanouka. C'est ma première remarque. Et évidemment, il faut se poser la question, mais quel est le fondement de ce lien-là? D'où vient-il? Qu'est-ce qui fait que? Et à ce propos-là, je voudrais vous indiquer une source que Manitou avait lui-même l'habitude d'indiquer, qui est le commentaire du Rav Yitzhak Outner dans son livre qui s'appelle Le Pachad Yitzhak sur Hanouka. Dans le 4e chapitre de ce livre-là, le Rav Outner vient nous expliquer le sens de ce que la Gemara dit à propos de Hanouka dans le traité de Shabbat à la page 23a, pour ceux qui veulent des références, où là-bas la Gemara de Shabbat nous dit quelque chose qui est assez unique. La Gemara dit la chose suivante, je vous lis les 3 lignes en question. Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Rav, donc Rabbi Chia Barashi a dit au nom de Rav, Amadlik Ner Shel Hanouka, celui qui allume la Hanoukia, Tsarich Levarech, doit faire une bénédiction. Nous savons tous. Oui. Asher Kiddushanu, Izatav Sivanu, Ladlik Ner Hanouka, Ner Shel Hanouka, suivant les différents Nusachim, mais après Shasanissim. Et à ce propos-là, la Gemara pose une question qui est unique. Vechan Sivanu, où est-ce qu'on a été ordonné de? Il faut remarquer que, évidemment, Hanouka, c'est une fête qui n'est pas dans la Torah, donc qui est une institution des rabbanan, des rabbins. Or, la Gemara ne pose à aucun autre endroit la question de savoir, par exemple, pourquoi on fait une bénédiction sur d'autres institutions faites par les rabbins, comme par exemple le fait de se laver les mains avant de manger. Anetilat Yadaim, c'est une institution des rabbins aussi. Sans parler évidemment de l'histoire de Purim. Mikra Megillah, c'est une institution des rabbins. Mais la Gemara ne pose pas la question. Pourquoi elle pose la question à propos de Hanouka? Et là-bas, la Gemara donne 2 réponses, 2 avis, et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le deuxième avis, qui dit la chose suivante. Et bien ça, on l'apprend d'un verset qui se trouve dans Dvarim, dans le Deutéronome, la paracha de Hazinu, et qui dit la chose suivante. Sha'al avicha veyagetra zeknecha veyomru lach. Demande, questionne ton père, il te dira, et tes anciens, ils te répondront. La question qu'on a posée, c'est de savoir pourquoi il faut faire une bracha. Le verset cité semble un peu déphasé par rapport à la question qui a été posée. Et donc le Rav Outner, dans ce 4e chapitre, dernier paragraphe, chapitre que Manitou a traduit d'ailleurs, a traduit et a expliqué, la Gemara pose cette question et la réponse nous paraît un peu surprenante. D'autant plus si on lit le verset en entier. Alors le verset en entier dit la chose suivante.
Zechor Yemot Olam, souviens-toi de l'histoire des jours du monde. Binushnot Dovador, apprends, approfondis, comprends les événements de chaque génération. Oui, et après, Sha'al Avicha Veyegetra, interroge ton père, questionne ton père. Veyagitra, il te dira, Ezeknecha Veyamurulach, et tes anciens, ils te le diront. On ne voit pas très bien le rapport avec Hanouka. Mais en réalité, le rapport, il est très profond. C'est que le rapport, il est d'abord national. L'appartenance à la nation passe par le père. Elle passe par les parents. Elle ne passe pas par le rabbin. Et comme disait Manitou, nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous ne sommes pas les descendants de Moshe Rabbeinu de ce point de vue-là. Moshe Rabbeinu est le maître des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il y a un ordre. Et c'est cet ordre-là qu'il faut comprendre. De quel point de vue et de quelle manière? C'est que si on oublie ce lien, c'est-à-dire que nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, et qu'on se prétend uniquement être les élèves de Moshe Rabbeinu, eh bien, ça n'a rien à voir avec Israël. Ça n'a strictement rien à voir avec Israël. Parce que Israël, ce n'est pas une religion. C'est une nation qui a un certain nombre de pratiques. Un certain nombre de pratiques qui sont destinées à l'amener à ce que nous appelons la Kedusha, la sainteté. Ces pratiques-là sont particulières au peuple d'Israël. Mais si la notion de peuple est oubliée, il n'y a plus aucune place pour ces pratiques-là. Or, ce qui s'est passé dans l'histoire récente, moderne, à partir de l'émancipation, c'est que cette évidence-là a été oubliée petit à petit. Israël est finalement le seul peuple qui chaque matin se lève et se pose la question: qui suis-je? Et généralement, les gens, quand ils répondent à ces questions-là, vont donner des réponses dans 3 directions différentes. Une, qui est surtout celle employée par les Juifs vivant en dehors d'Israël: nous sommes une religion. C'est comme ça que le peuple hébreu qui était en exil, là où il était en exil, a commencé à se définir suite au Sanhédrin de Napoléon en 1807 et la création du consistoire en France. Nous sommes une religion. Ça veut dire qu'on a rayé la dimension nationale. Bon, on peut expliquer historiquement les raisons qui ont poussé les rabbins à l'époque, qui ont amené les rabbins à accepter cette nouvelle définition. Les Juifs, la situation économique et sociale des Juifs était évidemment très mauvaise. Pour sortir ces Juifs-là de leur pétrin et de leur mauvaise situation, il fallait accepter de jouer le jeu. Mais finalement, comme dit Manitou, finalement, le piège s'est refermé sur nous petit à petit. Et donc, on a oublié qu'on était autre chose qu'une religion, et on est devenu une religion. Et on a commencé à employer un vocabulaire religieux. Sauf que le problème aujourd'hui, le vocabulaire religieux est compris uniquement par des religieux, et encore, il est complètement inadapté à la problématique actuelle. Il y a ceux qui diront: le judaïsme, c'est une culture. Bon, alors dans culture, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être le couscous du vendredi soir ou le tchoun du Shabbat matin, suivant les origines. Ça peut être la langue. Alors, en Europe, c'est le yiddish. Dans d'autres endroits, ça peut être le ladino, le judéo-arabe, etc. C'est une culture, avec un certain folklore, disons. Il y a une troisième définition qui est celle d'abord, nous sommes une nation. Ça a été l'option sioniste à partir de à peu près le milieu du 19e siècle. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'effectivement, ces 3 dimensions-là sont complètement éclatées. Or, le
slogan, si on veut dire, d'Israël n'est pas du tout, l'un ou l'autre. Il est complètement différent. Le slogan d'Israël est Am Israël, le peuple, Im Torato avec sa loi, Be'artso, dans son pays. Et évidemment, l'ordre aussi est important. Mais d'abord, il faut comprendre qu'il a un triptyque qui ne fait qu'un. On ne peut pas dissocier aucune de ces dimensions-là. On peut certaines fois mettre l'aspect ou l'accent sur telle ou telle dimension, mais on ne peut pas les séparer. Or, le drame du peuple juif depuis les temps de l'émancipation, c'est qu'on a tout séparé. À tel point que finalement, pour telle ou telle raison, c'est sociologique, historique, c'est pas ça tellement le problème maintenant, c'est que certains juifs ont oublié complètement la base, le pilier, la fondation. La fondation, c'est quoi? Am Israël, le peuple, mais un vrai peuple, pas un peuple virtuel, pas un peuple dans le sens d'une église de croyants. Manitou insistait beaucoup sur cette différence-là entre la notion de peuple et la notion d'église. Et il disait la chose suivante. Une église, c'est quoi? C'est un ensemble de gens, de personnes qui se rassemblent autour de quoi? D'une croyance. On croit, on fait partie de l'église, on ne croit plus, on ne fait plus partie de l'église. Or, vous savez tous que quelqu'un qui est né juif reste juif toute sa vie, même s'il n'en veut pas et même s'il se convertit à je ne sais quoi. Il est toujours juif. Il est juif pourquoi? Parce qu'il est le descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on n'est pas en face d'une église de croyants, on est en face d'un peuple réel. Et c'est ça finalement tout le sens de la fête de Hanouka, parce que c'est ce peuple en tant que peuple qui s'est levé et qui a dit « je ne veux pas être comme le peuple grec » ou comme le peuple romain plus tard, ou comme tout autre peuple après. Je veux rester le peuple juif. Et d'ailleurs, du point de vue historique, la scission entre ce qu'on appelle en français les pharisiens et les premiers chrétiens n'a pas été, c'est pas du tout produite pour des raisons de théologie, de croyance, mais elle a été scellée au moment où ces premiers chrétiens ont décidé, vous vous souvenez certainement tous de la formule de Paul, Paul c'est le IIe siècle, ni juif ni grec, ni femme ni esclave, ni femme ni homme, ni maître ni esclave. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est la première partie. Ni juif ni grec. Comme si on allait éliminer la dimension nationale d'Israël, complètement, la faire disparaître, et la rendre virtuelle, en la remplaçant par une église de croyants. À ce moment-là, les rabbins ont dit, vous vous êtes mis vous-même dehors. Parce que d'abord, on est un peuple et un peuple réel. Et à ce propos, je voudrais raconter une anecdote que Manitou a racontée. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il avait été le président de l'UEJF entre 1950 et 1955, à une période où, pour ceux qui se souviennent un peu de l'histoire, ont eu lieu les grandes purges en Union soviétique, les procès des médecins en Tchécoslovaquie et dans d'autres pays communistes de l'époque. Et à l'UEJF, il y a eu un débat très, très virulent pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec les camarades de l'UEJF qui étaient en même temps membres du Parti communiste et qui soutenaient Staline et l'Union soviétique. Et Manitou a raconté qu'il a été consulté le rabbin Eli Munk, que vous connaissez certainement tous. Il a été le consulter et ils ont discuté du sujet pendant quelques heures et ils sont arrivés à la conclusion suivante. Tout juif, tout étudiant juif qui reste fidèle à la notion de nation d'Israël, qui ne trahit pas de quelque manière la notion de la nation, de l'appartenance à la nation, peut être membre de l'UEJF.
tous ceux qui prennent parti contre le peuple seront exclus de l'UEJF. C'est exactement dans le même optique que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le débat entre les pharisiens et les premiers chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait de cette notion de la nation? Eh bien, ce qu'on fait de cette notion de la nation, c'est absolument central. Et par conséquent, on comprend ce dont j'ai parlé brièvement au début, qui est ce lien que font les kabbalistes entre les fêtes, les Yamim Noraïm, et Hanouka lui-même. Parce que finalement, tout ce qu'on fait pendant toute l'année n'a de sens que si je sais que je fais partie de cette nation-là. Parce que si j'en fais pas partie, ça n'a aucun sens, c'est pas ça que je dois faire. Demandez pas à un Suédois de mettre des tefilines. Pour lui, ça ne veut rien dire ce qu'il a à faire. Il a une mission, évidemment, dans l'économie divine. Elle est tout à fait différente. Donc, toutes les mitzvot qui nous sont imposées, proposées, ont un sens national d'abord, pas un sens religieux. Un sens national, parce que c'est ça qui nous, finalement, nous rappelle à nous-mêmes d'abord qui nous sommes. Nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ces juifs-là qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas reliés aux autres dimensions d'Israël, tant qu'ils sont reliés à la notion de la nation, eh bien, disait Manitou, il y a un espoir. Mais celui qui s'est coupé de la notion de la nation, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Et c'est ça finalement la chose qu'il faut bien comprendre. C'est que malheureusement, suite à tous les événements dont j'ai parlé vraiment très brièvement depuis le temps de l'émancipation, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation presque impossible à gérer. Dans quel sens? Eh bien, dans le sens de chacun définit son identité, sa judéité, comme on dit en français, d'une manière différente, oublie l'essentiel, qui est le triptyque dont j'ai parlé tout à l'heure, Am Israël, Im Torato, Be'arzo, le peuple avec sa Torah sur sa terre, oui, et finalement invente des tas de définitions qui n'ont rien à voir avec ce dont en réalité on doit parler. La question essentielle, c'est comment on peut faire passer ce triptyque-là, le peuple, sa Torah, sa terre, oui, de manière telle que les gens finalement puissent s'identifier. Eh bien, cette identification-là commence par des faits nationaux. Ceux qui sont sortis d'Égypte, disait Manitou, ce ne sont pas une communauté de croyants qui croyaient à Moshe Rabbeinu, c'est un peuple qui se souvenait de la promesse qui avait été faite à Abraham. Brit ben Abetarim, Yado Ateda qui guerrier Zaracha Be'eretz Lolaim. Savoir, tu sauras que ton peuple sera exilé dans un pays qui n'est pas à lui. Ce sont ces gens-là qui sont sortis. Et celui qui a arrêté d'être fidèle à cette promesse-là, eh bien, sont restés en égyptiens et sont devenus égyptiens. Eh bien, la même chose avec Hanouka. Les gens qui ont cessé de se voir comme appartenant à la nation juive et qui ont préféré faire partie de la nation grecque en étant hellénisants, eh bien, ont disparu finalement de l'histoire juive. C'est ça l'essentiel que je voulais rapporter. Voilà, Serge, je suis dans les temps. Tu m'as dit 45 minutes, j'en suis à 46. Je laisse le temps aux questions. Tout d'abord, merci de cette intervention, Chaim. Je voudrais juste, si vous permettez, avant que nous ayons des questions, faire comme une petite synthèse
nous retiendrons le développement du parallèle qui a été présenté par Haïm entre les fêtes de Tishri et la fête de Hanouka, la notion de nation juive et non pas d'église avec un grand E, que nous sommes, que le peuple juif est descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, et non, comme on pourrait l'imaginer, de Moshe Rabbeinu, notre maître. Et puis, c'est que notre identification ne peut être finalement que nationale, et c'est ce qui s'est manifesté, et à la fois avec les Hébreux sortis d'Égypte et les Juifs qui ont lutté pour leur indépendance pour la fête de Hanouka. Voilà. Je ne sais pas qui veut poser la première question. Je crois que Richard Nidam a une question à poser. Entendant pas, Richard. Oui, Active-toi. oui. En fait, je voulais en poser en fait deux, si vous le Vas-y permettez. alors. La première question, c'était concernant ce que vous avez rapporté sur le Sanhédrin, entre guillemets, à le moment de l'époque napoléonienne. Ils ont répondu comme ça aussi, les rabbins, parce que c'était le projet de Napoléon. Nous leur donnons tout, donnez-leur tout comme individu, rien comme peuple. Ça, c'est Clermont-Tonnerre. Voilà. Pardon? Oui, c'est Clermont-Tonnerre. Ouais. Ah oui, c'est ça, voilà. Mais c'était le projet, si vous voulez. Oui, oui, bien sûr. C'est un piège. Napoléonien. Et la deuxième, en fait, ce n'est pas une question, c'était pour appuyer, parce que je vais vous dire, je vais conclure tout à l'heure, mais moi, j'ai bu du petit lait pendant, comme on dit chez nous, quand vous parliez, non seulement, voilà, je suis transporté par tout ce que vous avez dit, et c'est vraiment comme ça que je conçois les choses aussi. C'est qu'en fait, simplement pour faire une petite remarque en disant que même dans la Hamida, quand nous nous présentons devant Dieu pour lui demander la permission de lui parler, en fait, ce que nous disons dans les premiers mots de la Hamida, sois béni, enfin, source de bénédiction, toi, nous sommes, je m'inscris dans cette lignée Abraham, Yitzhak et Jacob, et c'est à ce titre que je peux me permettre de t'approcher et de te parler. Voilà, c'était ce petit clin d'œil que je voulais rajouter. Très important et effectivement à souligner à chaque occasion. Je crois que Jonas a une question à poser. Jonas. Ah. Dès qu'il a une question à poser, problème de connexion? Non. Jonas. On avait Alexandre aussi qui a une question. Normalement, alors Alexandre Sexic, à toi. Bonsoir, merci Monsieur Rothenberg pour toutes ces superbes infos, ce chiour plutôt. Petite question à laquelle j'ai pensé quand vous parliez du Ham Israël sur sa terre pendant l'exil de Yavan, mais finalement j'ai l'impression que c'est l'une des seules galouillottes où finalement on est sur notre terre et on n'est pas hors de notre terre. Et j'avais jamais réellement réfléchi à ce concept-là, mais pourquoi est-ce qu'on qualifie de galoute si finalement on est oui sur notre terre? Eh bien, parce que la galoute a deux dimensions. Une dimension, l'exil géographique, et une deuxième dimension, l'exil identitaire. Et là, on est en plein dans le sujet parce qu'effectivement, il est question là d'une proposition qui est faite finalement aux Juifs qui sont les descendants du peuple hébreu, il faut le rappeler, de renoncer à leur particularité. De quelle manière? Les Grecs, en tant que Grecs, n'avaient rien contre la pratique d'une autre religion. Ce n'est pas ça du tout qui les dérangeait. Les Grecs n'avaient rien non plus contre l'existence d'une culture autre. Mais les Grecs ne supportaient pas trois idées fondamentales propagées par les Juifs. Ces trois idées-là sont effectivement trois idées absolument inconnues dans le monde grec. D'ailleurs, il n'y a pas de mot en grec pour les désigner.
Un, c'est la notion de création, la bria. Deux, la idgalut, la révélation. Et trois, la névoie, la prophétie. Pour le grec, le monde est complètement immanent, comme disent les philosophes. Il n'y a pas de place pour une transcendance quelconque. Les dieux dont parlent les Grecs sont des dieux immanents qui font partie du monde de la nature, qui font partie du cosmos, pour être plus exact, de l'ordre de la nature. Or, voilà qu'il rencontre un peuple qui dit bon, d'accord, mais il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus nous vient de la révélation. Et ça, pour un grec, c'est absolument impossible à comprendre. Et qu'est-ce qui est dit dans cette révélation? Eh bien, il y est dit ce qu'il y est dit, mais en particulier que nous, le peuple juif, héritier du peuple hébreu, nous avons une mission double. En hébreu, ça s'appelle Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, être un peuple, comme on dit, de prêtres et une nation sainte. Mais en français, ça veut strictement rien dire. Goy Kadosh, ça veut dire avoir notre propre société. Donc, nous avons nos propres coutumes, nos propres lois, nos propres mitzvot, pour parler en hébreu. Mais nous avons aussi une mission universelle. Et c'est là que ça cloche pour les Grecs, parce que les Grecs aussi prétendent avoir une culture universelle, la philosophie. Comment vous pouvez être universel si vous vous retranchez dans un particularisme? Ça ne va pas ensemble. C'est la problématique face à laquelle se sont trouvés, comme j'ai fait allusion tout à l'heure, les premiers chrétiens aussi. Et eux ont trouvé une solution très simple, qui est la solution grecque. Non, ben nous, il n'y a plus rien de particulier en Israël. Israël, ça devient une notion virtuelle. Le virus Israël de la chrétienté. Il n'y a plus de particularisme, donc il n'y a plus de Brit Mila. Il n'y a plus de mitzvot particulières. Il y a des us et coutumes des différents peuples, mais enfin, ce n'est pas du tout la même chose. C'est exactement la même problématique au temps des Grecs. Comment vous pouvez vous prétendre avoir un message universel quand vous vous retranchez dans votre propre camp? Ce qui veut dire que les Grecs, si on avait renoncé à ça, étaient prêts à prendre la Bible et à mettre à côté d'Aristote, entre Aristote et Platon, sans aucun problème, en tant que culture humaine. Même éventuellement pour dire que cette culture-là était supérieure peut-être à ce qu'avait écrit Aristote, etc. Mais ce qui les gênait profondément, c'était le fait que nous prétendions, premièrement, avoir cette dimension particulière. Et je pense qu'il y a là un message très important, parce que cette dimension particulière-là, elle existe aujourd'hui, elle est en train d'être construite à travers la société israélienne, bien évidemment. Mais elle a un message universel. Dans quel sens? C'est que la problématique qui est posée au peuple d'Israël, ce n'est pas tellement les relations entre tel et tel individu, un juif et un non-juif, c'est surtout entre les différentes sociétés humaines. Et qu'au niveau des différentes sociétés humaines, nous avons la prétention, ça peut paraître prétentieux, mais nous avons cette prétention qui consiste à dire, nous avons un message à apporter aux autres sociétés humaines en tant que société humaine. Une société humaine peut être fondée sur la moralité. Une société humaine peut avoir une politique qui est morale, qui n'est pas une politique d'intérêt. Une société humaine peut implanter une véritable justice sociale. Et c'est ça que la Torah veut du peuple d'Israël, montrer aux autres sociétés humaines qu'une société humaine est capable de le faire. Et ça, les Grecs ne le supportent pas. Les Grecs ne le supportent pas, et par conséquent, ils veulent absolument supprimer tout ce qui fait ce particularisme-là. Vous connaissez tous certainement l'histoire en détail de Hanouka, mais il y a nos sages nous racontent que les Grecs avaient mis l'accent sur l'interdiction de faire quoi? La Brit Mila, c'est quelque chose qui nous sépare au niveau national. Le Shabbat, c'est une pratique qui nous sépare aussi au niveau national. Et l'étude de la Torah. Et surtout, il fallait qu'on écrive
Tirtevu al keren ashor, en lachem chelek be'elokei Israël. Vous n'avez pas de place de participation dans celui que vous appelez le Dieu d'Israël. Mais le Dieu d'Israël, c'est le créateur du monde. Alors pourquoi ils le désignent comme étant le Dieu d'Israël? Parce qu'ils le perçoivent comme une identité, comme une divinité qui ne s'occupe que d'Israël. Or, c'est faux. Le créateur du monde, comme disait Manitou, s'occupe de toutes ces créatures, de toutes ces créatures. Or, visiblement, dans ce conflit-là avec la Grèce, conflit qui n'est pas terminé jusqu'à aujourd'hui, du point de vue identitaire et culturel, on y est toujours en plein. On entend très souvent des penseurs non juifs venir et dire bon, l'idée d'universel, c'est très joli, alors pourquoi pas égalité, fraternité? Et comment c'est liberté, égalité, fraternité, ça c'est universel. Pourquoi vous n'avez pas quelque chose de semblable? Pourquoi vous avez toujours des choses, ça je ne peux pas faire avec toi, ça je ne peux pas faire? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris le message d'Israël. Et s'ils n'ont pas compris le message d'Israël, c'est peut-être aussi parce que nous ne leur avons pas expliqué comme il le fallait. Que nous avons laissé pendant des milliers d'années, 2000 ans, la chrétienté d'un côté, l'islam de l'autre, parler au nom d'Israël, prétendre présenter le message de la Bible, alors que en réalité, ils ont présenté un autre message tout à fait. Donc cette notion d'exil identitaire existe. Et elle est très importante. C'est pour ça qu'on a ce cas particulier, effectivement, de l'exil de Yavan, de la Grèce, qui se passe alors que le peuple est en partie sur sa terre. Alors, Haïm, j'ai une question de la part d'un participant qui dit que la démocratie israélienne a-t-elle du mal à intégrer ce discours identitaire et n'a-t-elle pas trop peur à ce que cela ressemble à de l'apartheid? Ma réponse est la suivante. La démocratie israélienne est une démocratie vivante, parfois un peu trop. Mais elle a cette caractéristique d'avoir, en tous les cas pendant les premières 60 ans de son existence, avoir été confrontée principalement à des problèmes de sécurité et d'économie. Dieu merci, sur ces deux fronts-là, la situation va beaucoup mieux, pour ne pas dire que ça tient de l'ordre du miracle. Et par conséquent, pendant les 50 ou 60 premières années de l'État, les gens n'avaient pas tellement le temps de se poser des questions identitaires. Ces questions sont apparues dans le dialogue israélien depuis une douzaine d'années. Ça a un rapport bien évidemment avec ce dont je parlais au début, qui est tout d'un coup la découverte par la jeunesse israélienne, une partie de la jeunesse israélienne et pas qu'elle, de l'enseignement de Manitou. Manitou précédait son temps en Israël d'une ou deux générations. Les problèmes identitaires préoccupaient énormément la France d'après la guerre. Que ce soit chez les juifs et chez les non-juifs, vous pouvez reconsulter tous les grands penseurs français d'après-guerre. Tout le monde parle d'identité. Manitou est arrivé avec ce discours, avec cet enseignement-là en Israël, comme j'ai dit, en 68, après la guerre des 6 jours. C'était inaudible pratiquement pour des non-francophones. Souvenons-nous de la situation à l'époque. Enfin, une inflation galopante, une crise économique, etc., une dette, etc. Après, il y a la guerre de Kippour, et ça continue. Enfin, il faut arriver fin des années 90, début des années 2000 pour que la situation commence à se stabiliser de ce point de vue-là. Et puis arrivent les grandes vagues de l'Alia de Russie, etc. Et puis maintenant, depuis 10-12 ans, on a effectivement ce dialogue identitaire. Alors, est-ce que l'enseignement de Manitou est perceptible aujourd'hui? Oui, il est perceptible. À mon sens, il n'est pas assez diffusé. Voilà. Alors, une dernière question par Richard Nidam, et après je reprendrai la parole avant de la redonner à Richard pour conclure. Richard, ta question. Oui. Je voulais vous poser une question. Quoi qu'on en dise, cette notion de peuple, en fait, de peuple d'Israël, et de faire partie d'une nation, je trouve c'est assez extraordinaire.
Et j'aimerais savoir comment vous analysez le fait qu'elle ait perduré. Alors, j'ai compris les enseignements de nos sages, la Torah elle-même, bien évidemment. Comment elle a pu perdurer alors que le peuple d'Israël est en exil, a vécu plein d'exils, a vécu des exils très difficiles, est en exil depuis des années jusqu'à la reconstruction d'Israël. Mais comment, en fait, le peuple juif ne s'est pas fondu, comme ce qui s'est passé pour de très nombreuses autres communautés. Le peuple d'Israël ne s'est pas fondu en se disant, après, ben, nous nous fondons complètement dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Je ne parle pas d'intégration, les Juifs sont intégrés. Je parle de se fondre totalement dans la civilisation dans laquelle on vit ou dans la culture dans laquelle on vit, en gardant comme particularisme sa judéité. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les Juifs, et ça, je dirais que certains hommes politiques qui nous le reprochent n'ont pas tout à fait tort, nous sommes Juifs, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, nous sommes juifs avant d'être français, nous sommes juifs avant d'être américains. C'est-à-dire que cette notion de peuple, elle n'a pas pu se fondre dans la culture ambiante. Et grâce à quoi, en fait, tout cela? Grâce à l'éducation. Moi, j'aimerais bien avoir votre sentiment. Je vais vous raconter ce que Manitou a raconté. Ce que Manitou a raconté à propos du mariage de sa sœur aînée à Oran. Mais d'abord, il faut une petite introduction. La Gemara, dans le traité de Ktubot, à la page 111a, parle d'un certain nombre de serments qui ont été faits par Israël et par les nations à propos des conditions de la sortie de l'exil, etc. Et là-bas, la Gemara dit chez Akadosh Baruch Hu, Ishbiya et Israël, Shelo legalot et asod, de ne pas dévoiler le secret. Rashi sur place dit la chose suivante, pour regarder, dit Et de Amre, il y a celui qui dit Sod Haïbour, le secret de l'engrossement, et de Amre, il y a celui qui dit Sod Tameh mitzvot, le secret du sens des mitzvot. Bien. Et Manitou raconte l'histoire suivante à propos du mariage de sa sœur. Son père, comme je l'ai dit, était le grand rabbin de la ville, donc il avait invité le moufti à la synagogue pour le mariage de sa sœur. Donc avant le début de la cérémonie, le grand rabbin David Ashkenazi, Chonol Livracha, Manitou, rencontre le moufti. Et le grand rabbin explique au moufti comment la cérémonie va se dérouler. D'abord, Kiddushin, il va lui donner la bague, ensuite il lit la Ktuba, etc. Il lui explique. Bon. Et là, le moufti a dit, en arabe, vous avez vos traditions, nous avons les nôtres. Et Manitou dit, quand j'ai entendu cette parole du moufti, j'ai compris ce que voulait dire Rashi. De quelle manière? Il dit, Rashi rapporte deux enseignements. Le secret de l'enfantement, de la grossesse, Sod Haïbour, et Sod Tameh mitzvot. Il y a là dans le Sod de Tameh mitzvot, quelque chose d'important. Qu'est-ce que le moufti a voulu dire, comme Manitou l'a compris, en disant vous avez vos coutumes, vos traditions, et nous avons les nôtres. Il ne parlait pas du tout de tradition religieuse, parce que chez les Arabes, ça n'existe pas la religion. Donc il parlait de tradition nationale. Donc vous avez vos traditions nationales, et nous avons nos traditions nationales. Mais dit Manitou, mais c'est très dangereux à dire ça à l'étranger. En Israël, on peut le dire. Mais à Vincennes, on fait comment? Eh bien, on fait semblant. On fait semblant, on joue un jeu. Alors, il y a le Sanhédrin de Napoléon, alors on va dans la direction, on va gagner quelques dizaines d'années. Parce que je reviens au premier commentaire de Rashi. Sod Haïbour, c'est quoi? C'est pas du tout, comme certains commentateurs veulent le dire, le fait qu'il y a des mois qui sont pleins et des mois qui sont pas pleins, etc. C'est pas ça du tout. C'est ce que dit le Midrash directement, qu'Israël dans les nations est comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Et puis un jour, le fœtus veut sortir. Mais qu'est-ce qui a gardé le fœtus dans le ventre de sa mère? Eh bien, c'est parce qu'il avait ses propres traditions nationales.
Ce qui veut dire que celui qui a gardé ses traditions nationales, eh bien, il continue l'enfantement, la grossesse. Et celui qui les a oubliés, c'est fini, c'est un avortement. Ça va prendre 2, 3, 4, 5 générations, peu importe. Mais quand on se prend à jouer le jeu dangereux, à mon sens, et je pense que pas qu'au mien, vous avez dit comment? Je me sens juif avant d'être français. Allez dire ça à un goy. C'est dangereux. Il faut en être conscient aussi. Et non seulement c'est dangereux, mais c'est très dangereux. On est entièrement d'accord. Oui, oui, non, mais je veux juste continuer pour d'autres personnes qui peut-être n'auraient pas bien compris à quoi je voulais faire allusion. C'est dangereux au point tel que, disait Manitou d'ailleurs, ça peut amener la fureur de celui qui entend. Et la fureur des Allemands, c'est bien ce qui s'est passé. Parce qu'on a joué trop longtemps ce jeu-là en disant, et finalement c'est le jeu que joue Yosef au début de sa vie, jusqu'au moment où il s'enfuit de chez Madame Poutifar. Et c'est sûr, quand on lui demande, il dit Ivri Anochi. Il n'a aucun problème à le dire, mais aux yeux des autres, il est habillé comme un Égyptien. Il parle égyptien, il mange égyptien. Alors, vous savez qu'en anglais, il y a une blague comme ça qui dit si vous voyez un canard habillé comme un canard et qui marche comme un canard, c'est certainement un canard. C'est comme ça que le goy perçoit le juif. Et d'ailleurs, Manitou disait quelque chose de très important. L'identité juive en elle-même n'existe pas. On est toujours le juif de quelqu'un. Il y a les juifs français, il y a les juifs marocains, il y a les juifs russes, il y a les juifs américains, etc. Alors qu'hébreu, ça tient par lui-même. Mais on ne peut pas être hébreu chez un peuple qui nous accueille. Parce qu'au bout d'un certain temps, il va dire, ben quoi, tu veux rester hébreu? Alors pourquoi tu es chez nous? C'est ça finalement cette problématique-là. Et elle est très dangereuse aujourd'hui. Alors, Claude, j'ai une autre question. Alors, on nous dit, pourrez-vous expliquer, attendez, non, je vais un peu attendez, je vais reprendre bien la question. Pourrez-vous expliquer la position de la Kabbale? Pourquoi ne pas inclure Pessah, qui est à l'origine du peuple, et tu en raconteras à ton fils, et qui est constitutif de l'identité, car ne pas faire cette mitzvah entraîne le karet, c'est-à-dire le retranchement du peuple. Oui, bon, c'est tellement évident. Tout commence à Pessah. Enfin, je veux dire, celui qui est sorti d'Égypte, il est sorti d'Égypte, il est hébreu. Celui qui est pas sorti d'Égypte, le Midrash dit, il est mort pendant les 3 jours de la dernière plaie, de la 9e, pardon. Mais il est mort en tant que quoi, pose Manitou la question. Il n'est pas mort physiquement, il est mort en tant qu'hébreu. Bon, alors, avant de passer la parole à Richard, j'ai une question qui est revenue souvent. Où peut-on acheter les livres de Manitou, aussi bien les livres, alors où on peut acheter en particulier les livres en français en Israël, et où on peut acheter les livres en hébreu en France? Alors je vais faire une réponse simple. J'écris les livres, je ne les diffuse pas, je ne les vends pas. Non, mais je vais t'envoyer l'adresse du site de la Fondation. D'accord. Sur la Fondation, on peut acheter les livres. Pour les livres en France, en français, je ne sais pas, parce que les livres français, c'est Albin Michel qui les publie, donc je suppose que c'est Albin Michel qu'il faut voir. Alors, la parole et l'écrit en particulier. Okay. Les autres livres en hébreu étant publiés par la Fondation Manitou sont disponibles sur le site de la Fondation. Et je t'enverrai aussi le numéro de téléphone de Yael Khalamish qui s'occupe de la diffusion des livres en Israël. Et je pense qu'elle pourra répondre bien mieux que moi à toutes ces questions-là, comment faire de l'étranger pour commander, etc. Elle se fera un plaisir, à mon avis, de répondre. Tout à fait. Alors, on vient de me donner un site édition,
selcana.com et édition selcana.com, produit Étincelle Oui, mais ça n'a et rien à de voir avec la Magnifique. fondation. Voilà, Oui, oui, ça n'a rien à voir avec avec la la fondation. fondation. Ah, d'accord, ok. Non, non, Donc, non. je donnerai. Non. Ok. Je vais laisser maintenant la parole à Richard Nidam pour conclure, et je crois qu'il a encore une dernière petite question à poser. Moi, je voudrais te remercier d'avoir répondu à notre invitation. Ah ben, C'est un grand plaisir et surtout, je crois, un grand enrichissement pour la centaine des participants de ce soir. Merci, merci Chaim. Je vais laisser la parole à Richard qui doit aussi vous indiquer nos prochains rendez-vous du samedi soir. Alors, À toi, Richard. si vous le permettez, Monsieur Rothenberg, avant de vous remercier et de conclure juste par un petit mot, j'aurais voulu vous poser une question. Vous avez dit que chez Manitou, il y avait cette, je ne sais pas comment dire, cette opposition, je ne sais pas si c'est opposition, je ne sais pas quel mot employer, entre Yosef et Yehuda, ne sachant pas si, voilà. Yehuda, c'est pour la dimension nationale, je veux bien le croire, mais pourquoi n'a-t-il pas fait émerger comment dire, la situation de Moïse? Je me permets de poser, voilà ma question. En fait, Yosef, lui, comme vous l'avez très bien dit, il a vécu extérieurement, en tout cas, comme un Égyptien, il était habillé comme un Égyptien, il mangeait comme un Égyptien. Il a toute sa vie vécu comme un Égyptien. non, Moshe Rabbeinu, pardon? non. Ça, c'est la première partie de sa vie. Oui, oui, d'accord. Mais dans la première partie de sa vie, Moshe Rabbeinu, lui, était le prince dans le palais, il était aimé de Pharaon, etc. Il a tout foutu, enfin, il a tout passé par-dessus bord. Il est redescendu dans la fosse pour redevenir un Hébreu et il a recréé son personnage en tant qu'Hébreu. Et je trouve que cette attitude de Moïse est une attitude absolument extraordinaire parce qu'il a rejeté tout ce qui était l'extérieur pour, si vous voulez, finir en fait dans la peau d'un Hébreu en se reliant à l'histoire de son peuple. Et je ne Oui, sais pas pourquoi c'est pas cette figure-là qu'on mais a mis. Voilà, vous avez compris. bah, oui, j'ai compris la question et la réponse est simple. À la fin de sa vie, quand Yosef fait le bilan de sa vie, il dit la chose suivante. Pakod ifkod Elohim etrem, ve'alitem et atzmotai misé. Dieu se souviendra de vous, Pakod Elohim etrem, et vous ferez remonter, vous montrez mes ossements d'ici. Oui. Bien sûr. Et donc c'est un bilan d'échec. Il ne faut rien laisser en Égypte. J'ai essayé, j'ai été sincère dans ma tentative, mais c'est un échec. C'est Yehuda qui avait raison, et donc il va falloir quitter. Bon, entre-temps, le piège s'est refermé. On est déjà au début de l'asservissement. Oui. Celui qui va réaliser la promesse ou la demande de Yosef, c'est Moshe. Parce que quand Moshe Rabbeinu vient voir les Bnei Israël, qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, il reprend exactement le même verset. Pakod ifkod Elohim etrem ve'alitem et atzmoza misé itrem. C'est donc qu'il s'est rallié, lui, il s'est raccroché à cette dimension-là de Yosef, ayant fait le bilan de l'échec de l'exil, de sa tentative, et en disant aux Hébreux, maintenant, il est le temps de sortir. C'est la différence entre deux personnages. Le personnage de Yosef d'un côté, qui va vers l'extérieur, et le deuxième personnage, le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui ramène de l'exil. Kibbutz Galuyot, c'est sa mission. Rassembler les exilés. C'est ce que Moshe Rabbeinu fait. Alors, Richard, tu veux bien conclure? Oui, tout à fait. Voilà, bien, Monsieur Rothenberg, pour vous remercier, on a passé une très belle soirée grâce à vous. On a écouté une conférence, moi, qui m'a fait très chaud au cœur. Chaque fois que je prends la parole et que je peux glisser cette phrase à la synagogue en disant que c'est que je me suis permis d'emprunter d'ailleurs, le triptyque fondamental, un peuple, une Torah, une terre, et qu'il faut absolument avoir ces trois éléments pour être dans son rayonnement le plus parfait. Nous, ici à Vincennes, nous essayons de créer un peuple, une Torah. Nous n'avons pas encore notre terre, mais nous y aspirons.
Donc, voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tous ces mots que vous avez dit, tous ces thèmes de réflexion que vous avez inspirés pour nous. Et je voudrais aussi dire pour nos amis du Centre Hillel qui ont l'habitude de nous retrouver, et autres d'ailleurs qui sont là, puisque nous étions quand même très nombreux ce soir, quasiment une centaine, et même tout petit peu plus de 100 à un moment, leur dire que nous avons d'autres événements qui vont arriver. Le premier qui est le 8 janvier, nous aurons une commémoration à la synagogue à 8h30, enfin juste devant la synagogue, en présence des autorités, du maire, etc., pour rappeler la mémoire de notre cher Michel Saada, qui est tombé à l'hypercachère sous les balles des terroristes. Donc, il y aura cette cérémonie. Vous dire qu'on vous enverra les dates et les liens, que nous allons avoir une conférence de M. Brodovitch sur le chassidisme depuis l'histoire du chassidisme et savoir ce qu'est aujourd'hui être chasside. Et puis, avec Serge, nous sommes en train de monter d'autres projets pour Tou Bishvat, pour d'autres événements qui vont venir enrichir notre vie juive et faire en sorte que nous puissions nous retrouver. Voilà, merci à tous de votre participation. Merci à vous. De nous en espérant la prochaine fois que ce ne soit pas par l'intermédiaire de Zoom. D'ailleurs, on se rappelle du Shabbat que vous aviez passé avec nous. Très riche en réflexion. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Richard, juste, je voudrais rajouter que le 23… Fabrice n'aime pas qu'on dise, mais merci Fabrice pour la qualité de la réalisation. C'est vrai. Voilà. Et juste dire que le 23 janvier, nous entamons un cycle d'histoire juive sur Israël avec Uriel Fenerman. Voilà, merci, bonsoir, Shavua Tov, que de bonnes choses et à bientôt sur les ondes Hillel. Voilà, merci. À bientôt. Merci Claude. Merci. À bientôt. Bye. Bye.